Aujourd'hui, je fais ce film parce que je voudrais témoigner de ce que c'est qu'une vie avec des manipulateurs perverses dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? En quoi la vie est détruite? C'est quoi le harcèlement moral? Quelle est la réponse de la justice? En fait, à la base, je suis une enfant un petit peu à part. J'ai appris à 45 ans qu'on appelle ça des HP, c'est-à-dire des gens inaptes à vivre dans cette société, avec des faiblesses. Et j'ai rencontré à l'âge de 29 ans, sans vraiment le vouloir, une première personne extrêmement toxique. C'était pour dépasser en fait un amour, un grand amour. Et, euh, et cette personne a profité un petit peu de ma faiblesse du moment pour s'immiscer dans ma vie. La pilule n'ayant pas marché, je me suis retrouvée enceinte. On a décidé de garder l'enfant. Je savais très bien que cette personne-là n'était pas du tout une personne adaptée pour moi, qu'elle était un peu bizarre. Et j'ai essayé 3 fois, je suis partie, la troisième fois fut la bonne. Personne comprenait vraiment ce qui se passait, et moi la première. Je comprenais rien de son comportement, je comprenais pas sa façon de fonctionner. Chaque fois, il revenait me chercher, ah, je vais changer, je vais changer. Et la troisième fois, je suis partie pour de bon. La petite, elle avait 6 mois. Et puis là, j'ai vraiment su ce que c'était qu'un pervers narcissique. C'était donc à Tahiti. Et je ne savais pas en fait ce que c'était. J'étais loin de me douter qu'il essayait de me détruire. Tout ce que je voyais, c'est qu'il s'était jamais occupé de son enfant et que là, tout d'un coup, il voulait la garde. Il avait fait faire 70 attestations contre moi, soi-disant pour une mère trop possessive qu'il fallait éloigner de son enfant parce que toxique. Et j'ai eu la chance d'avoir un juge compréhensif. Et malgré mes 3 ou 4 petites attestations qui montraient que j'étais une bonne maman, j'ai eu la garde de ma fille. Et puis il continuait à me faire une vie d'enfer, détective privé, tout le temps à me surveiller. Bref. J'ai donc décidé de lui demander si, en diminuant, en divisant la pension alimentaire par 2, est-ce qu'il m'autorisait à partir de Tahiti. Les pervers narcissiques étant quand même très près de leur sous. Il a dit oui. Je pris ma fille sous le bras et je suis partie, en abandonnant mon travail, tout, à Tahiti. Et puis, euh, et puis je suis venue en France et là, j'ai essayé de réaliser mon rêve qui était de travailler avec les chevaux. Donc j'ai passé mon monitorat d'équitation. J'habitais chez mes parents. Je me suis dit que ma vie allait recommencer, bien plus agréable. Et puis j'ai vu un soir, en allant dire bonne nuit, un dernier bisou à ma fille, qui avait à ce moment-là 4-5 ans. Et, euh, et je l'ai vue en train de prier dans son lit. Elle priait pour avoir une vie comme toutes les petites filles, comme tous les enfants de sa classe, une vie avec une vie de famille. Et donc elle priait pour avoir un beau-père dans sa vie. Alors je me suis dépêchée de chercher un beau-père pour le bonheur de ma fille, parce que je comprenais très bien qu'elle veuille vivre une vie de famille. Et je suis tombée sur
sur celui qui allait devenir mon pire cauchemar. Alors au début, tout s'est très très bien passé. Et il habite encore, un petit village médiéval. Tout était parfait, je pouvais monter mon petit centre équestre, il s'entendait très très bien avec ma fille. Et puis, euh, et puis on a vécu comme ça, et moi j'ai tout fait pour que cette vie de famille soit le plus agréable possible. Mes parents nous ont même acheté une maison pour qu'on y vive avec un toit sur la tête, une maison agréable. Et donc ce monsieur a profité de l'hébergement gratuit, du garage pour faire un atelier de sculpture, tout. Il a utilisé toute notre gentillesse. J'étais toujours là pour quoi qu'il ait besoin, de petites mains, de... Voilà. Et puis assez rapidement, en fait, je suis juste devenue sa chose. Mais bon, ma fille était heureuse. Donc, je me suis pas méfiée, en fait. C'est juste que moi, je me sentais pas si bien que ça dans cette vie de famille. Je comprenais pas trop bien pourquoi, alors je cherchais. Je me disais que c'était de ma faute. Donc, je me suis dirigée vers du développement personnel pour travailler sur moi, travailler sur moi. Tout me faisait croire que j'étais la seule responsable, finalement. Et, euh, et ma fille a décidé, à l'âge de 16 ans, de rejoindre son père pour apprendre à mieux le connaître et donc de faire sa première et peut-être sa terminale à Tahiti, chez lui. Bien sûr que bah, j'étais triste, mais en même temps, je comprenais très bien qu'elle veuille un petit peu mieux connaître son père. Et comme moi, je me sentais pas si bien que ça dans cette vie de couple, puisque cette personne m'ignorait complètement, en fait. J'étais juste une chose dont il se servait. Lui ai demandé qu'on se sépare. Et c'est là que j'ai découvert son vrai visage. Ma fille est partie chez son père à Tahiti. Et elle a découvert un petit peu qui était son père. C'était compliqué pour elle. Entre les réflexions, etc. La belle-mère, les problèmes à l'école, parce que il n'y avait plus personne pour l'aider pour ses maths. Enfin, elle est partie en première S. C'était compliqué. Et puis de mon côté, en fait, alors qu'il m'avait promis qu'on s'était rien fait de mal, pas de tromperie, pas de vol, pas de rien. Rien de... Enfin, moi j'avais juste envie de retrouver ma liberté pour organiser ma vie différemment, penser pour une fois un peu à moi. Et puis très rapidement, en fait, alors qu'il m'avait dit qu'il voulait vivre tout seul parce que ça faisait 3 fois 10 ans qu'il vivait avec quelqu'un, mais qu'il voulait vivre seul, qu'il voulait habiter la petite maison qu'on avait restaurée ensemble à côté de chez moi, et qu'il ne toucherait jamais aux chevaux, parce que c'est ma deuxième famille, en fait, c'est mes chouchous. Et il a commencé, en fait, par monter tous nos ex-amis contre moi. Il a commencé à monter tous les gens, le voisinage autour, contre moi, et j'ai rien vu venir. J'étais occupée à organiser ma nouvelle vie. Très rapidement, 3 semaines, un mois après, il a rencontré une jeune femme de 25 ans, alors qu'il en avait 50. Et puis j'ai vu cette jeune femme devenir exactement comme j'étais, donc lui servant de petite main, ne comprenant pas, pensant que c'était une personne bien. Il a l'air très bien comme ça. Et puis en fait, il n'a pas arrêté de me faire passer pour la pire des pires des pires. Il n'y a plus personne qui a commencé à me dire bonjour. Au contraire, j'ai commencé à avoir des insultes de mon voisinage. Salope, connasse, tu sais bien ce que t'as fait. Ben moi non, je savais pas. Je savais pas ce qu'on me reprochait. Je sais toujours pas d'ailleurs. Et ça fait 7 ans maintenant. Alors,
bien sûr, il écrivait à ma fille à Tahiti en disant que ce que je racontais c'était faux, qu'elle le connaissait, que jamais il ferait ça, que c'était son beau-père, qu'il l'aimait. En fait, dès le départ, il m'a dit qu'il allait monter ma fille contre moi, et puis qu'il allait tout faire pour que j'aille vers le suicide. Alors c'est des petites choses, peut-être, pour la plupart des choses, pour la plupart des gens. Les gendarmes ont parlé de caminerie, mais en fait c'est du harcèlement moral, de la destruction, de la persécution. C'est une personne qui touche à tout ce qui était cher à mon cœur, tout ce qui faisait ma vie. Donc il s'occupait ensuite de mes chevaux, et il a fait en sorte que je sois obligée de m'en séparer. Il a monté les élus aussi contre moi. Et je suis devenue celle qui mettait le bazar, qui foutait la merde dans le village. Donc celle qu'il fallait faire partir. Et 2 ans plus tard, en fait, j'ai essayé de partir. J'ai fait mon sac. Je me suis séparée de mes chevaux. Et puis j'ai imaginé que, en vendant la maison, je pourrais racheter une autre maison ailleurs avec un jardin, un grand pré, et puis récupérer mes chevaux, parce que là où ils étaient, en fait, c'était pas chez moi. Et c'est pour ça que il a réussi à me faire me séparer d'eux. Et donc après, je suis partie. Ma fille était revenue passer son bac ici pendant 1 an, parce que la vie à Tahiti avec son père, sa belle-mère, sa belle-fille, c'était vraiment insupportable. Et pendant 1 an, on a vécu une vie très agréable. Alors, bien sûr, j'ai su que quand elle est revenue, qu'elle avait trahi sa parole de ne plus parler à son beau-père, qui me faisait tellement de misère. Et ça a été un premier choc, en fait, de voir que ma fille m'avait trahi. Je pensais pas ça, et ça a été horrible. Après, bien sûr, j'ai compris. J'ai compris que c'était très compliqué pour elle de mettre un terme à cette relation, parce que pour elle, il lui avait rien fait de mal, et elle comprenait pas. Et elle pensait que c'était moi qui avait un problème. Donc pendant l'année de son bac, ça s'est plutôt bien passé. Et puis ensuite, elle est partie à l'université, loin, très loin. Et là, elle a un peu coupé les ponts. Mais bon, moi, je me disais que c'était normal, qu'elle avait besoin de vivre sa vie d'étudiante. C'était normal. Et puis à côté de ça, j'avais déjà remarqué quelques petits comportements qui étaient peut-être pas tout à fait normaux. La façon dont elle utilisait déjà un petit peu ses copains. La façon dont elle a réussi à mentir, à boire de l'alcool, peut-être un peu plus que de raison, à fumer, à commencer à prendre de l'herbe. Bref, pour moi, en fait, c'était pas bien grave, c'était juste qu'elle avait besoin de vivre sa vie d'étudiante, d'adolescente, de femme qui rentre dans la vie. Et donc, quand je suis partie loin, je suis partie 8 mois. Je suis partie du côté du Panama, du côté des Galapagos. Je pensais pas revenir. Mais mes choix étaient mal, là où je les ai placés. La personne, une fois de plus, en qui j'avais fait confiance, n'était pas digne de confiance. Et la maison n'était pas vendue. Mon ex-conjoint qui habitait à côté avait mis, par exemple, une souche. Alors je ne sais pas si c'est ça ou autre chose. Toujours est-il que
La maison avait été très termitée pendant mon absence et elle était invendable. Il fallait traiter, il fallait faire des choses, donc je suis revenue. Et là, les choses sérieuses ont commencé. En fait, l'un des voisins de mon voisin du bas, c'est un couple, et à l'époque, en fait, j'avais les clés de leur maison quand ils partaient en vacances, et je nourrissais leurs chiens, leurs chats, et c'était des connaissances, on va dire. On avait été invités à manger une fois ou deux, mais c'était des gens que j'aimais pas spécialement. Lui m'avait raconté tous les méfaits qu'il faisait là où il était, où ils habitaient avant. Donc du style à mettre de l'huile par terre devant les perrons des portes pour que les personnes âgées se cassent le col du fémur, par exemple. Je trouvais ça très drôle. Ou mettre de la colle dans des serrures pour que les gens ne puissent pas rentrer chez eux en plein hiver. Bref, quelqu'un que... J'avais su aussi qu'il avait volé des panneaux pour un restaurant juste au-dessus du petit village qu'on habite. Et donc je savais très bien que cette personne n'était pas une personne à se mettre à dos, mais il avait décidé de vendre des glaces et que ma marque de glace était une marque qui lui convenait. Et il faisait partie aussi des gens qui m'insultaient, qui me menaçaient avant que je parte. Et là, il a mis à exécution en fait ces menaces. Il m'avait dit que mon ex-conjoint n'était pas assez méchant avec moi et qu'avec lui, je saurais ce que c'était qu'un vrai méchant. Et donc, une fois, je discutais sur le bas de la route, le bas côté de la route, avec une voisine que je connaissais à peine, et une dame de 80 ans. Et ce monsieur, en fait, déchargeait des choses dans son... Il était à peu près à 150 mètres de nous. Et puis il est remonté dans sa voiture, et moi, je le voyais, je pouvais le voir arriver, la personne avec qui je discutais l'avait de dos. Et on était dans le sens contraire de sa voie. Et à ce moment-là, il a décidé en fait de traverser la route et de venir sur moi. Il n'a même pas peur d'un témoin, rien. Il avait juste, je pense, envie de me faire peur, de me faire comprendre que c'était un vrai gros méchant. Et donc il s'est dirigé vers moi, c'était au mois de juillet, et il a percuté mon poignet en fait avec son rétroviseur. Je ne pouvais pas bouger, je ne pouvais pas reculer parce que j'avais le ruisseau et le mur derrière. Devant moi, j'avais cette dame malade, âgée, et je voulais pas la percuter. Et puis je pensais qu'il bluffait en plus. Et j'ai senti son pneu rouler contre mon pied. Et mon poignet s'est mis assez rapidement à gonfler. Et quand il est rentré chez lui, je lui ai crié en fait que j'allais aller porter plainte. Sauf que ce monsieur est rentré plus vite que moi chez lui. Et il a téléphoné en premier à la gendarmerie. Et il a dit certainement, je ne sais pas, quelque chose comme ça, qu'une folle allait les appeler pour dire que il m'avait touché avec sa voiture, mais que c'était faux. Et moi, je suis rentrée en état de choc. Parce que je ne sais pas si vous pouvez imaginer un voisin qui vient directement sur vous avec sa voiture pendant que vous êtes là, tranquillement, à pied, sur le bas-côté de la route. J'avais pas imaginé que personne ne me croirait, parce que c'était trop gros. Alors je suis arrivée en état de choc, je tremblais, je hurlais. Et j'ai décroché, j'ai appelé la gendarmerie. Ils ont rigolé. Ils m'ont dit que si j'avais besoin de faire des radios pour mon poignet, j'avais qu'à me débrouiller toute seule et qu'on n'allait pas faire déplacer les pompiers pour ça.
Alors oui, j'ai pris ma voiture, j'ai cherché un médecin qui voulait bien me recevoir. Si j'avais été aux urgences, j'aurais eu un accident parce que je n'étais pas en état de conduire. Je suis allée faire des radios l'après-midi, et quand je suis revenue, les gendarmes étaient quand même présents. Ils faisaient une enquête de voisinage. Il y avait des gens qui m'aimaient bien. Une dame qui vendait des tourtières. Et puis aussi des gens d'un restaurant. Un couple. Bizarrement, dans le PV d'enquête, le témoignage de ces gens-là n'apparaît pas. Dans le PV d'enquête, il y a uniquement mon témoignage, le témoignage de la personne qui était en train de discuter avec moi sur le bord de la route, qui a fait un malaise cardiaque par la suite. Ce monsieur qui m'a percuté a été auditionné ça s'est passé début juillet, il a été auditionné en février, il a bien voulu aller enfin à la gendarmerie. J'ai entendu tout l'été rire avec ses clients. Il a raconté à tout le monde que j'étais qu'une folle, que je m'étais jetée sur sa voiture en fait. Et que j'avais fait ça pour lui demander d'énormes dommages et intérêts. Et comment j'aurais pu faire ça? Je venais de revenir, j'avais plus un sou en poche. On n'était pas au milieu de la route, il y avait un virage derrière nous, donc on était obligé de se tenir au bord de la route. Il était sur la file de l'autre côté, donc pour me toucher, il avait bien été obligé de traverser la route. Mais en fait, tout le monde a dit que c'était faux, que je m'étais fait ça toute seule, que j'étais folle. Il y a eu une conciliation, monsieur n'est pas venu, il a dit qu'il était malade. Il y a eu une médiation, mais ma convocation a été volée dans ma boîte aux lettres, mais je me suis quand même tenue informée auprès du tribunal, donc je savais que c'était le lendemain en fait de quand je me suis inquiétée. J'y suis allée, monsieur le délégué du procureur, je sais plus, c'était pas le délégué du procureur, c'était quelqu'un d'autre, et était très surpris en fait que je n'ai pas reçu sa convocation. Il a téléphoné à cette personne qui lui a dit qu'elle non plus n'avait pas reçu la convocation. Alors l'affaire est partie au tribunal correctionnel. Et au tribunal correctionnel, donc 3 ans et demi après les faits, madame le procureur n'a même pas parlé de l'accident. Elle a juste dit que elle avait beaucoup entendu parler de moi et qu'elle allait s'occuper personnellement de mon cas. Pourquoi? Parce que mon ex-conjoint, ouais, il m'avait dressé un beau portrait auprès des élus, et les élus avaient effectivement aussi n'étaient pas très tendres en parlant de moi. Donc, comme souvent dans ces cas-là, c'est ce que j'ai appris plus tard, les victimes n'arrivent pas à trouver des avocats, je sais pas pourquoi, je sais pas comment ça se fait, qui comprennent vraiment la situation. Mon avocat a juste parlé des dommages et intérêts que je voulais. Je m'en foutais, moi. Je voulais juste que ce soit reconnu, puis qu'il arrête. Mais au tribunal correctionnel, j'avais l'impression d'être le coupable. Monsieur n'était pas là. Il a été relaxé, bien sûr. Il a déjà été condamné 2 fois pour violence. Non, une fois avec 7 mois de sursis, mais c'est moi la menteuse, c'est moi qui... J'ai pourtant une vidéo qui montre à quel point ils ont de la haine contre moi, de quelle manière ils me parlent. J'ai déjà porté plainte 2 fois pour harcèlement moral. Ils me crèvent les pneus, ils rayent ma voiture, ils s'en prennent à ma maison.
Ils s'en prennent à mon travail, ils s'en prennent à ma santé, ils s'en prennent à tout ce que j'ai de plus cher. Et puis ils font des fausses attestations. Alors forcément, je passe pour celle qui est folle. La compagne de mon ex-conjoint m'a cassé un jour un stop-trottoir parce que j'ai un commerce sur le coin de ma maison. Puis je suis sortie pour aller la récupérer. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Tu me connais même pas. Et elle m'a dit, de toute façon, t'es qu'une connasse, une salope. Tu vois, je sais déjà tout sur toi. Autant dire que oui, l'incitation à la haine. Et puis comme ça suffisait pas, elle a hurlé, elle me frappe. Alors mon ex-conjoint est sorti de son commerce. Il est venu, il m'a enserré, je lui ai dit, écoute, tu me lâches, ou je t'éclate les couilles. Il m'a lâché, j'ai pris leur stop-trottoir à eux, je l'ai jeté par terre, mais moi, je l'ai pas cassé. Et puis cette jeune femme a trouvé ça intéressant de porter plainte contre moi pour violence. Alors en fait, elle a appelé les gendarmes sont venus sur place. Ils m'insultaient, je suis restée calme. Il y a une gendarme qui m'a dit, ouais. J'ai dit, mais regardez, ce sont eux qui m'agressent, elle vient de me casser un panneau. Et la gendarme m'a dit, oui, mais entre de la violence matérielle et de la violence physique, c'est quand même pas la même chose. Et puis, je comprenais pas, moi, puisque je l'ai pas touchée, cette jeune femme. Je lui ai rien fait. Alors, elle a porté plainte contre moi pour violence et je me suis retrouvée à la gendarmerie comme une grande criminelle. Empreinte, photo, la totale. Et lors du procès en tribunal correctionnel avec ce monsieur qui m'avait percuté, j'ai pu voir sa plainte, puisque bien sûr ils disent que je suis quelqu'un de violent. Et sur sa plainte, il n'y a rien. Il y a juste elle nous violente. D'ailleurs, on a porté plainte pour harcèlement. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien parce que je leur ai jamais rien fait. Rien. Tout le monde me demande, mais qu'est-ce que tu leur as fait? Rien. J'essaye de vivre tranquillement dans mon coin, c'est tout. Et quoi que je fasse, de toute façon, il n'y a rien qui leur plaît. Il faut qu'ils me détruisent, c'est tout ce qu'ils ont en tête. Alors je sais pas pourquoi, et puis... Bien sûr, quand il y a un groupe comme ça, ils s'entraident. Moi, je suis toute seule. Je trouve pas d'aide. La gendarmerie ne me croit pas. J'ai même téléphoné des fois à des psychologues. Et la question est toujours la même. Qu'est-ce que vous leur avez fait? Pas rien. Il faut que vous ayez fait quelque chose pour qu'ils vous fassent ça. Bah ouais, mais non. J'ai rien fait. Alors les insultes, ça continue. Les menaces, ça continue. Les dégradations, le vandalisme gratuit. Et puis plus ça va, plus pire c'est. Bien sûr, le fait que là, il vient d'être relaxé de cet accident, bah, ça lui laisse les mains libres encore plus. Je sais pas ce que je vais devenir, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je me bats, j'arrête pas. Ils m'ont mis les élus en plus sur le dos. Et les élus veulent en fait un petit bout de terrain que j'ai. Donc ça n'arrête pas.
Tout l'été dernier, je me suis battue pour garder mon travail. Parce qu'il y a des élus qui veulent que j'arrête ce travail parce que j'ai une petite terrasse clientèle sur un morceau de terrain qu'ils convoitent. Donc, ils utilisent leur statut, les lois. Et moi, moi j'essaye juste de me défendre. Alors tant que c'est du matériel, du travail, ma santé, j'arrive encore. La diffamation, tout ça, je m'en fous en fait. Mais il y a une chose que je n'ai pas supportée. Que j'arrive pas à supporter. C'est ma fille. Ils ont réussi finalement. Ça a mis quelques années. Et ils ont quand même réussi à lui faire croire, c'est une croyance donc, que j'étais une maman toxique. Et quoi que je fasse, quoi que je dise, quoi que j'ai pu faire, de toute façon tout s'est toujours retourné contre moi. Et ma fille aussi. Alors aujourd'hui je suis plus rien. Je suis plus maman. Je peux pas, comme on dit, refaire ma vie, c'est impossible. De toute façon, je suis très bien toute seule et quand ils arrivent de m'embêter, je vis très bien toute seule. Seulement là, c'est trop dur. Je n'ai de soutien de personne. La justice aurait pu m'aider. J'y croyais. Alors j'écris un livre. Et puis, je regarde des vidéos, j'ai créé un collectif. Un collectif de victimes de pervers narcissiques. Parce qu'on n'imagine pas ce que c'est quand on l'a pas vécu. On peut pas se rendre compte, c'est inimaginable. La méchanceté. Tout est fait pour détruire la personne. Comme j'étais une ancienne hypnothérapeute, j'utilise mes outils. Heureusement que j'ai mes outils. Et je sais pas ce que je vais devenir. Je sais pas si j'ai un avenir. Mon projet c'est quoi? C'est juste de me battre, de me défendre. Mais moi, mon projet de vie c'était ma fille. C'est ma famille. C'est une petite vie tranquille. C'était pas de faire des projets pour changer la justice, pour donner des guides ou je ne sais quoi pour les gendarmes, pour qu'ils sachent repérer en fait qui est une victime et qui ne l'est pas. Parce que bien sûr, vous comprendrez que tous ces gens-là portent plainte contre moi et c'est le monde à l'envers.